On n'a pas commandé pour ta fille, dit ma sœur en lui donnant du pain pendant que ses enfants mangeaient des steaks de $2000. Ma mère ajouta, tu aurais dû lui apporter quelque chose. Je souris seulement et dis, entendu. Quand le serveur revint, je me levai et annonçai, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi maintenant. Commençons notre histoire ensemble. L'air du restaurant était lourd et sentait l'argent. Un mélange enivrant de parfums chers, de cuir des sièges et de la promesse de viande vieillie qui cuisait quelque part, hors de vue. Nous étions au cœur de Polanco, où chaque plat coûtait plus que le salaire hebdomadaire d'une personne moyenne et où chaque client portait son succès comme une seconde peau. Ma sœur Valéria s'y intégrait parfaitement. Ma mère Béatrice aussi. Moi, en revanche, je m'étais toujours senti comme une pièce d'un puzzle différent, forcé de rentrer dans un espace qui ne m'appartenait pas. Ce soir, ce sentiment était plus fort que jamais. Ma fille de 8 ans, Elara, était assise à côté de moi avec les mains bien pliées sur ses genoux. Ses yeux, grands et sombres comme les miens, parcouraient la table avec une curiosité silencieuse. Elle observait ses cousins, les enfants de Valéria, dévorer leur steak de $2000 avec un enthousiasme bruyant que notre hôtesse, ma sœur, trouvait charmant. La lumière dorée du lustre au-dessus de nous faisait briller la graisse sur leurs assiettes et le jus rouge qui tachait les coins de leur bouche. C'est alors que Valéria, après avoir pris une gorgée de son vin rouge dans un verre qui semblait dangereusement fin, fit glisser le panier de pain sur la table en acajou poli jusqu'à l'arrêter juste devant Elara. Le geste était casual, presque élégant, mais chargé du poids de longues années de mépris. On n'a pas commandé pour ta fille, dit-elle, et sa voix mélodique et chantante coupa le brouhaha du restaurant. Il n'y avait pas de méchanceté ouverte dans son ton, seulement une indifférence cruelle, bien pire. C'était la même voix qu'elle utilisait pour renvoyer un employé ou pour se plaindre d'un service lent. Une voix qui montrait clairement que l'objet de son attention n'était qu'une insignifiance. Elara se recroquevilla. Je vis son petit dos se courber légèrement, son regard tomber des assiettes fumantes de ses cousins vers le panier d'osier rempli de petits pains et de pain de seigle. Elle ne dit rien. Ma fille avait appris très tôt que dans cette famille, le silence était son armure. Ma mère, assise au bout de la table comme la reine qu'elle avait toujours cru être, ajouta son propre grain de sel à la blessure. Elle ne me regarda pas, mais fixa un point vague au-dessus de mon épaule, comme si elle s'adressait à un fantôme. Dommage. Tu aurais dû lui préparer quelque chose, Alondra. Tout le monde sait que tu es très juste. Juste. C'était le mot qu'elles utilisaient pour décrire ma vie. Mon travail en freelance à l'ordinateur était un mystère pour elles, une source de revenus instable et peu glamour. Ma décision d'être mère célibataire était vue comme une preuve d'irresponsabilité. Mon petit appartement dans la Colonia Roma, comparé au manoir de Valéria dans les Lomas, était la preuve finale de mon échec. Je sentis une vague de chaleur me monter au cou, une fureur blanche et pure qui menaçait de m'étouffer. Je voulais crier, je voulais renverser la table, je voulais prendre ma fille dans mes bras et sortir de là, laissant derrière moi l'odeur d'arrogance et le son de leur rire condescendant, mais je ne le fis pas. À la place, je regardai ma fille. Je vis l'ombre de la déception sur son visage, la façon dont ses doigts se crispaient sur sa robe. Je la vis avaler sa salive en essayant d'être courageuse, et dans son petit visage, je vis un reflet de moi-même à son âge, à 15 ans, à 25 ans, toujours en attente d'une miette d'affection et recevant à la place un panier de pain. La rage se refroidit et se transforma en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Cela devint de la glace dans mes veines, une calme mortelle qui s'installa dans mon âme. Je levai les yeux et croisai le regard de ma sœur. Je souris. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était un sourire vide de toute émotion, un simple étirement des muscles du visage qui n'atteignit pas mes yeux. Un sourire qui disait, je te vois. Je sais exactement ce que tu fais. Et avec ce calme glacé, je prononçai un seul mot. Un mot que j'avais perfectionné au fil des années comme mon seul bouclier et ma seule arme. Entendu? Ce mot, entendu, je l'avais perfectionné au fil du temps. C'était la capitulation que ma mère et ma sœur attendaient, le signe que j'acceptais ma place dans la hiérarchie familiale. Mais ce soir, en le prononçant, le mot avait un goût différent dans ma bouche. Il avait le goût de la fin. Le goût d'un point final dans une phrase qui avait été trop longue. Pendant qu'Elara, avec une dignité qui me brisait le cœur, prenait un petit pain du panier, mon esprit repartit en arrière vers la première pièce de mon musée personnel de la douleur. La pièce la plus ancienne et peut-être la plus importante.
La fête de 15 ans de Valéria. J'avais 19 ans et Valéria fêtait ses 15 ans. Ma mère, Béatrice, avait planifié l'événement depuis la naissance de Valéria. Ça n'allait pas être une simple fête, ça allait être l'événement social de l'année. On loua une hacienda à l'extérieur de Cuernavaca, on engagea le groupe de musique à la mode et la liste d'invités incluait la moitié de l'élite de Mexico. Moi, je travaillais à temps partiel dans un café et j'étudiais le soir. Chaque dollar que je gagnais allait pour mes livres ou pour aider aux dépenses de la maison. Mais pour la fête de ma sœur, je voulais faire quelque chose de spécial. Pendant 3 mois, j'économisais presque tout mon salaire, mangeant du thon en boîte et rentrant à la maison par le dernier métro. Avec cet argent, je m'achetais la plus belle robe que j'avais vue de ma vie. Elle était d'un bleu profond, comme le ciel nocturne, avec de petits cristaux brodés sur le corsage qui brillaient comme des étoiles. Ce n'était pas une robe de créateur, mais pour moi, c'était une robe de princesse. Pour la première fois, je me sentais belle. Le jour de la fête, je passais des heures à me préparer. Je me maquillais avec soin. Je coiffais mes cheveux en un chignon que j'avais répété des centaines de fois. Quand je sortis de ma chambre, j'étais rempli d'un espoir presque douloureux. L'espoir que cette nuit-là, ma mère me regarde et voit non pas la fille pratique et responsable, mais simplement sa fille. Je la trouvai dans le couloir en train de superviser les décorations florales. Quand elle se retourna et me vit, son sourire se figea. Ses yeux parcoururent ma robe, mes cheveux, mon visage, et sa bouche se serra dans une ligne mince de désapprobation. « Qu'est-ce que tu portes » demanda-t-elle d'une voix sifflante. « C'est ma robe pour la fête. »« Maman, tu l'aimes » Elle me prit par le bras et m'entraîna dans sa chambre, loin des regards des employés. Sa poigne était étonnamment forte. « Alondra, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu essaies d'éclipser ta sœur le jour de sa fête ?»« Quoi ?»« Non, maman, je voulais juste. »« Cette robe est trop, » trancha-t-elle. « Elle attire trop l'attention. Les gens vont penser que tu es en compétition avec elle. Pense à ce que Valéria ressentira. » Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je voulais juste être jolie. « Et tu es jolie, ma chère » dit-elle avec un ton qui se fit plus doux mais d'une condescendance tranchante, encore plus blessante. « Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi. Aujourd'hui, on célèbre Valéria. La famille doit se soutenir. Sois une bonne fille. J'ai une robe noire dans mon armoire qui t'ira bien. Elle est plus appropriée. » La robe noire était simple, sans forme et sentait le renfermer. Quand je l'enfilai en me regardant dans le miroir, le bleu éclatant de mes rêves fut remplacé par un deuil terne. Ce n'était pas une robe d'invité, c'était un uniforme. Ce soir-là, pendant que Valéria dansait la valse dans une robe blanche en tulle qui avait coûté une fortune, je servais des canapés aux invités parce qu'un serveur s'était déclaré malade et, comme disait ma mère, la famille doit aider. Je vis mes amis du lycée, invités par Valéria, rire et danser. Ils évitaient mon regard, gênés. Je devins une partie du décor, une ombre à la périphérie de la célébration de ma sœur. Ce fut la première fois que je compris la vérité immuable de ma famille. Peu importait combien je travaillais, combien je me donnais du mal ou combien j'économisais. Mon rôle dans le grand plan de ma mère était d'être le fond sombre sur lequel l'étoile Valéria pouvait briller encore plus fort. J'étais le rappel pratique, la note de bon sens qui faisait que l'extravagance de Valéria paraissait encore plus éclatante. En regardant Elara à la table du restaurant, partageant son pain avec ses petits doigts, je vis la même robe noire invisible qu'on m'avait forcé à porter et je sus que je n'allais pas laisser qu'on la lui mette. Pas à elle. Jamais. La chaîne des sacrifices silencieux, l'héritage de me faire petite pour que d'autres puissent se sentir grands, se brisait ce soir avec moi. Le souvenir de la fête de 15 ans était une cicatrice ancienne, mais il y avait des blessures plus récentes, tout aussi profondes. Mon regard se tourna vers ma mère, Béatrice. Elle se retouchait le rouge à lèvres en utilisant le reflet de son couteau, indifférente au petit drame qu'elle venait d'orchestrer. Pour elle, c'était normal, c'était l'ordre naturel des choses. Mon esprit sauta vers une autre pièce de ma collection, datant d'à accent grave peine 2 ans. Le souvenir était si vif que je pouvais presque sentir l'odeur de l'antiseptique de l'hôpital. Je reçus l'appel d'une Valéria hystérique un mardi matin. « C'est maman » sanglota-t-elle au téléphone. Elle a eu une douleur dans la poitrine. L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital Angeles. Je laissai tout tomber. J'annulai une réunion cruciale avec un client potentiel de Zich, une réunion que j'avais mis des mois à obtenir.
Je demandai à ma voisine de récupérer Elara à l'école et je courus à l'hôpital. Je trouvai Valéria dans la salle d'attente, impeccable même dans son angoisse, parlant au téléphone avec son mari au sujet de l'annulation de son rendez-vous hebdomadaire de massage. Le diagnostic fut grave, un blocage sévère dans une des artères principales. Elle avait besoin d'une angioplastie avec un stent de dernière génération, une opération que l'assurance ne couvrait que partiellement. La différence à payer était énorme, presque un demi-million de dollars. Valéria s'effondra. Je ne peux pas, gémit-elle, ses larmes ruinant son mascara de luxe. On vient juste d'acheter la nouvelle voiture et il y a les frais de scolarité des enfants. D'où veux-tu que je sorte cet argent, Alondra? Je ne dis rien, j'hochai simplement la tête. Je partis au bureau d'administration et je payai la totalité de la facture. J'utilisai l'un de mes comptes d'entreprise, qui ne portait pas mon nom, en passant par une fondation caritative que j'avais créée exprès des années auparavant pour ce genre d'urgence anonyme. Je dis aux administrateurs que c'était un don anonyme pour un patient dans le besoin. Je ne voulais pas de leur gratitude à ce moment-là. Je voulais juste que ma mère aille bien. Je passai les 36 heures suivantes à l'hôpital. Je somnolais sur une chaise inconfortable dans la salle d'attente. Je bus du mauvais café d'une machine et je lus des rapports financiers sur mon ordinateur portable pour occuper mon esprit. Valéria apparut de temps en temps avec un café Starbucks à la main pour me donner des nouvelles que j'avais déjà reçues directement des médecins, puis elle repartait en disant que ses enfants avaient besoin d'elle. Quand ma mère se réveilla enfin après la chirurgie réussie, j'étais à son chevet, tenant sa main. Ses yeux s'ouvrirent lentement, embués par l'anesthésie. Elle cligna, essayant de me mettre au point dans son regard. J'attendis. J'attendis un mot, un regard de reconnaissance. La première chose qu'elle murmura d'une voix rauque fut « Où est Valéria ?» La douleur fut une piqûre physique dans ma poitrine, plus aiguë qu'un couteau. Je restai là en silence pendant qu'une infirmière entra et appelait ma sœur. 10 minutes plus tard, Valéria entra de manière dramatique avec un énorme bouquet de lys blancs si grand qu'on voyait à peine son visage. Des lys, la seule fleur à laquelle je suis terriblement allergique. « Maman » s'exclama-t-elle en courant vers le lit. J'étais tellement inquiète. Tu ne sais pas ce qu'on a traversé. Ma mère lui sourit faiblement, ses doigts cherchant ceux de Valéria. Je sais, mon amour. Merci de t'être occupé de moi. Toi seul t'inquiètes vraiment pour ta vieille mère. Je restais debout près de la fenêtre, regardant la scène. L'odeur des lys commençait à m'irriter la gorge. J'étais invisible. Ma présence, mon argent, mes heures de veille, tout effacé en un instant par la mise en scène de ma sœur. Je me tournai et je sortis de la chambre sans que l'une ni l'autre ne s'en aperçoivent. Quelques semaines plus tard, Valéria publia un long post sur Instagram, une photo d'elle et de ma mère souriant courageusement dans la chambre d'hôpital. La légende était une œuvre d'autocélébration. La vie te met à l'épreuve, mais l'amour d'une fille est plus fort que toute adversité. Je ferai n'importe quoi pour cette femme, reconnaissante d'avoir les moyens de lui donner les meilleurs soins. #guerrière, #amour de fille, #famille d'abord. Le post reçut des centaines de « j'aime » et de commentaires louant sa générosité et sa dévotion. Maintenant, au restaurant, voyant ma mère rire à une blague idiote de l'un des enfants de Valéria, l'ironie me brûlait. La femme dont j'avais payé pour sauver la vie ne croyait même pas que je pouvais m'offrir un plat pour ma propre fille. La femme qui avait été sauvée par mon travail instable sur ordinateur me regardait avec une pitié à peine dissimulée. Oui, j'avais payé pour sauver sa vie. Mais je réalisais que j'avais aussi payé pour perpétuer le mensonge. Mon anonymat, mon désir d'éviter les conflits, n'avait servi qu'à nourrir leur récit, à rendre le piédestal de Valéria encore plus haut. Cette erreur-là, comme celle de la fête de 15 ans, je ne la referai pas. Le dîner à Polanco ne fut pas le début de ma rébellion. Ce fut l'acte final d'une pièce qui s'était répétée en secret pendant les 6 derniers mois. Le véritable déclencheur fut beaucoup plus discret, un simple appel téléphonique un après-midi pluvieux d'avril. C'était mon oncle Roberto, le frère cadet de ma mère. Il était la seule personne dans la famille qui m'avait toujours vu, non pas comme la fille ratée ou la sœur pleine de rancune, mais simplement comme Alondra. C'était un homme simple, un ingénieur agronome qui vivait à Querétaro, et nos appels étaient rares, mais toujours importants. « Ma fille, comment tu vas ?» demanda sa voix chaleureuse au téléphone. « Bien, tonton. »« Occupé, comme toujours. »« Et toi, comment ça va là-bas ?» Nous parlâmes de choses banales quelques minutes, le climat, la santé de sa femme, avant qu'il n'en vienne à la vraie raison de son appel.
Il fit une pause, puis dit. Et dis-moi, Alondra, ça peut paraître bizarre, mais ta maman t'a donné une part de l'argent de la vente du terrain de grand-père? Je restai figé. Quel terrain? Celui de Téquisquiapan. Ton grand-père l'avait laissé à ta maman et à moi. Nous l'avons vendu il y a presque 1 an. Nous étions d'accord que la moitié de la part de ta mère serait pour toi et Valéria. Un petit avant-goût de l'héritage, pour ainsi dire, c'était la volonté de ton père. Le silence dans mon appartement devint assourdissant. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. De combien d'argent on parle, tonton? Il me dit le chiffre. C'était une somme importante. Assez pour l'apport d'une maison. Assez pour assurer les études universitaires d'Elara. Assez pour me donner un répit dont je ne savais pas que j'avais désespérément besoin. Un argent dont je n'avais pas vu un seul centime. Ta mère a dit qu'elle s'occuperait de le répartir, continua mon oncle, sans savoir la bombe qu'il venait de faire exploser. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. Tout est en ordre? Merci d'avoir appelé, tonton, mentis-je, ma voix étrangement calme. Après avoir raccroché, je restai à fixer le mur pendant 1 heure. L'appel de mon oncle n'était pas une révélation, c'était une confirmation. La pièce finale qui s'emboîtait dans un puzzle de doutes et de petites trahisons que je rassemblais dans mon esprit depuis des années. La semaine suivante, je pris rendez-vous avec Monsieur Moral, le comptable de la famille depuis plus de 30 ans. C'était un vieil homme, fidèle à la mémoire de mon père, et je savais que si quelqu'un avait les réponses, c'était lui. Nous nous retrouvâmes dans un petit café loin de ses bureaux habituels. Il se tordait les mains, son visage rempli d'une culpabilité qui le faisait paraître encore plus vieux. « Alondra, je ne devrais pas te dire ça, commença-t-il. Monsieur Moral, s'il vous plaît, je veux juste la vérité. Mon père m'aimait, n'est-ce pas? » Cette question sembla le briser. Il hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Ton père t'adorait. Il voyait ton intelligence, ta détermination. Il disait que j'étais celle qui avait la tête pour les affaires. Et alors il me raconta tout. Il me parla du fiducie familial que mon père avait créé avant de mourir. Une fiducie conçue pour être divisée équitablement entre Valéria et moi quand nous aurions 35 ans. C'était sa façon de s'assurer que nous aurions toutes les deux un avenir sûr, mais mon père avait sous-estimé la capacité de manipulation de sa femme. Après sa mort, Béatrice, avec Valéria à ses côtés, était allée voir les avocats de la fiducie. Ils racontèrent une histoire touchante sur mon mode de vie bohème, mon incapacité à garder un travail stable et ma tendance à gaspiller l'argent dans des causes perdues. Ils convinrent au comité que me donner une somme aussi importante serait nuisible pour moi. Ils présentèrent Valéria avec son mari au nom important et son nouveau business prometteur comme la seule administratrice responsable des biens familiaux. Les avocats, vieux amis de la famille et séduits par le charme de ma mère, avaient modifié les termes. La fiducie était maintenant complètement sous le contrôle de Valéria, avec la stipulation qu'elle devait s'occuper de sa sœur selon son jugement. « Ah tiens », dit Monsieur Moral en me faisant glisser un dossier sur la table. « C'est une copie du testament original de ton père. Je pensais que tu devrais l'avoir. » Cette nuit-là, dans mon appartement, avec Elara qui dormait paisiblement dans sa chambre, j'ouvris le dossier. Je lus les mots de mon père, son écriture claire et ferme, détaillant ses espoirs et ses rêves pour moi, et je sentis comme si on m'avait volé non seulement de l'argent, mais aussi le dernier geste d'amour de mon père. Je ne pleurais pas. La tristesse était un océan trop profond. À la place, je ressentis une clarté froide et absolue. Il s'était caché derrière des avocats et des mensonges, croyant que j'étais trop faible ou trop stupide pour me battre. Il se trompait. J'ouvris mon ordinateur portable. La lueur de l'écran éclaira mon visage dans l'obscurité. Je n'étais pas une victime. J'étais la fondatrice et PDG de Cifra Segura, une des fintechs à la croissance la plus rapide en Amérique latine. J'avais à ma disposition des ressources que ma mère et ma sœur ne pouvaient même pas imaginer. Et cette nuit-là, la fille invisible, celle qu'on disait pas assez responsable pour gérer son héritage, commença à tracer la carte d'une guerre silencieuse. Une guerre qui finirait 6 mois plus tard à une table à Polanco avec un panier de pain. De retour au présent, dans l'opulence bruyante du restaurant, mon regard tomba sur un détail que j'avais avant ignoré. C'était sur la serviette en lin blanc de mon neveu, pliée négligemment à côté de son assiette à moitié mangée. Broderie en fil argenté élégant, un logo, un E et un G entrelacés avec une petite couronne au-dessus. Excito Glamour, l'agence d'événements de Valéria.
Ma mère avait insisté pour que Valéria organise ce dîner. Pour célébrer le succès de ta sœur, avait-elle dit en me lançant un regard pointu. Et maintenant je comprenais pourquoi. Ce dîner n'était pas une réunion de famille, c'était une campagne marketing, une démonstration de pouvoir, financée, ironiquement, avec l'argent qu'on m'avait volé. Chaque plat cher, chaque bouteille de vin débouchée était une publicité ambulante pour la marque de Valéria. J'étais assise au milieu de la preuve vivante de sa fraude. Il se régalait des fruits de mon héritage pendant qu'il refusait à ma fille un simple plat de nourriture. L'audace de tous a été presque admirable. Presque. J'observais Valéria. Elle était dans son élément, racontant une anecdote animée sur comment elle avait obtenu un contrat exclusif pour organiser la gala annuelle d'un groupe international appelé Grupo Magno. C'était incroyable, maman, disait-elle en gesticulant d'une main ornée d'une bague en diamant que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le CEO, un Allemand très strict, a été fasciné par ma proposition. Il a dit qu'il n'avait jamais vu une vision aussi cohérente. Ma mère la regardait, émerveillée, hochant la tête comme si Valéria venait de découvrir le remède contre le cancer. Je l'ai toujours dit, tu as un don, ma chérie. Un don pour la beauté et le succès. Un sourire ironique tira la commissure de ma bouche, que je cachais vite derrière mon verre d'eau. Grupo Magnus, le conglomérat international avec le CEO allemand. Bien sûr. Je sortis mon téléphone discrètement sous la table, faisant semblant de lire un message. Mes doigts se déplacèrent vite sur l'écran. J'ouvris mon application de messagerie sécurisée et cherchai un chat chiffré. Moi, Klaus, tu es réveillé. La réponse fut presque instantanée, malgré le décalage horaire avec Singapour. Klaus, pour toi à Londres toujours. Il est 9 heures ici. Tout va bien. Klaus était mon associé, un génie allemand de la finance qui avait cru en Cifra Segura quand ce n'était qu'une idée sur une serviette. Il était aussi, par hasard, membre du conseil d'administration de plusieurs multinationales. Moi, par curiosité rapide, connais-tu le groupe Magnus? Il y eut une brève pause. Klaus, on vient de signer le contrat pour devenir leur fournisseur exclusif de solutions de paiement à l'échelle mondiale. Le CEO a failli m'embrasser quand je lui ai montré la démo de notre nouvelle plateforme de sécurité biométrique. Je sentis un rire silencieux monter dans ma poitrine. C'était trop parfait. La vie avait parfois un sens de l'humour perversement délicieux. Le grand contrat dont ma sœur se vantait, celui qui la soutenait, dépendait d'une entreprise qui allait confier les clés de sa trésorerie à ma compagnie, la compagnie de la sœur, ratée. Moi, sans raison particulière, juste business. On parle demain. Klaus, dors bien, boss. Je rangeai le téléphone. L'ironie de la situation était si épaisse que je pouvais presque la goûter. C'était plus riche que le vin dans le verre de Valéria, plus satisfaisant que le steak dans l'assiette de mon neveu. Valéria vivait dans un château de cartes et n'avait aucune idée que j'étais la propriétaire de la table, du vent et du jeu lui-même. J'avais passé les 6 derniers mois à étudier chaque carte, chaque dette, chaque mensonge, et j'étais sur le point de souffler. Je regardais Elara. Elle avait déjà fini son petit pain et bu de l'eau, regardant avec nostalgie le dessert des cousins. Une montagne de chocolat avec glace à la vanille. La montagne de chocolat, me rappelais-je avec une douleur, était mon dessert préféré d'enfant. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Ce n'était plus l'argent, ce n'était plus la montagne de chocolat que ma fille ne pouvait pas avoir. C'était pour chaque petite cruauté, chaque humiliation silencieuse. C'en était fini. Le jeu se terminait ce soir. Mon plan de 6 mois n'avait pas été une campagne de vengeance impulsive. C'était une démolition architecturale, méthodique et précise. Je ne criais pas, je n'affrontais pas, je ne fis pas de scène, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai collecté des données, analysé des systèmes et trouvé les vulnérabilités. La société de ma sœur, toute sa vie, était un système défectueux sur le point de s'effondrer. Je n'allais que lui donner la petite poussée finale. La première phase, qui dura 2 mois, fut la reconnaissance. J'utilisais une fraction des ressources de ma société pour engager l'une des meilleures firmes d'enquête financière de la ville. Officiellement, elle faisait une étude de marché sur l'industrie des événements de luxe. Officieusement, elle disséquait Excito Glamour. Les résultats furent pires que ceux que j'imaginais. La société de Valéria n'était pas un business, c'était un mirage. Elle avait des dettes envers des fournisseurs, des fleuristes, des sociétés de location de mobilier, des musiciens. Elle payait ses employés en retard.
Son bureau luxueux à Loma de Chapultepec était loué et elle risquait l'expulsion dans 3 mois pour non-paiement. Elle vivait d'un contrat à l'autre, utilisant la compte d'un nouveau client pour payer les dettes de l'événement précédent. C'était un schéma de type Ponzi glorifié. Son seul vrai actif était son charme et sa capacité à vendre une illusion de succès. La deuxième phase fut l'acquisition. C'était plus délicat. À travers un réseau de 3 sociétés écrans, chacune enregistrée dans un paradis fiscal différent, je commençais à racheter ses dettes. Mes avocats, se faisant passer pour une agence de recouvrement de dettes à haut risque, contactèrent chacun de ses créanciers. Nous leur offrions 50 centavos pour chaque dollar qu'elle leur devait. Pour ces petits entrepreneurs, fatigués de courir après Valeria, l'offre était un soulagement. Ils acceptèrent presque sans hésiter. En l'espace de 3 mois, sans qu'elle le sache, je devins la propriétaire de presque 90% de la dette d'Exito Glamour. J'étais son principal et presque unique créancier. J'avais le pouvoir de la déclarer en faillite avec un simple coup de téléphone, mais cela aurait été trop simple, trop rapide. La troisième et dernière phase fut la plus complexe, la fiducie. La copie du testament original que m'avait donné Monsieur Moral était mon arme secrète. Mon équipe juridique, la même qui négociait des contrats de plusieurs millions avec des banques internationales, se jeta sur le document. Ils découvrirent un trésor, une clause de négligence fiduciaire. Si on pouvait prouver que l'administratrice de la fiducie, Valeria, utilisait les fonds de manière imprudente, mettant en danger le capital principal, ou qu'elle ne respectait pas l'intention originale du constituant, mon père, alors un bénéficiaire direct pouvait demander un audit judiciaire et la réattribution de la gestion. Le style de vie de Valeria et les finances de son entreprise étaient la preuve parfaite de négligence fiduciaire. Elle brûlait l'argent de mon père dans une entreprise ratée pour financer un mode de vie qu'elle ne pouvait pas maintenir. Nous présentâmes la requête en silence, dans un tribunal connu pour sa discrétion. Nous joignîmes le testament original, les rapports financiers d'Exito Glamour et les déclarations sous serment d'une douzaine de fournisseurs impayés. Le juge, un homme âgé et sévère, accorda immédiatement l'audit et, plus important encore, émit un gel temporaire de tous les actifs de la fiducie jusqu'à la fin de l'audit. Tout cela se passa dans l'ombre. Valeria et ma mère n'avaient aucune idée. Elles continuaient de vivre dans leur bulle d'auto-illusion, organisant des dîners coûteux et se vantant de contrats qui allaient bientôt disparaître. Le coup final était programmé pour ce soir. L'équipe d'audit, mandatée par le tribunal mais guidée par les conseils de mes avocats, présenterait son rapport préliminaire demain matin. Le gel des actifs signifiait que la grosse ligne de crédit de la fiducie, dont Valeria dépendait pour payer ses fournisseurs du groupe Magnus, ne serait plus disponible. Le chèque qu'elle avait sans doute émis serait rejeté, le contrat annulé pour non-respect, et l'appel que je ferai dans quelques minutes à mon associé Klaus, pour lui demander d'activer la clause de transparence financière dans son nouveau contrat avec Magnus, serait le dernier clou dans le cercueil. Aucune entreprise sérieuse ne ferait affaire avec une agence au bord de la faillite et sous enquête judiciaire. Je n'étais pas en train de détruire son entreprise. Son entreprise était déjà morte. Je signais seulement le certificat de décès. Juste quand j'étais sur le point de me lever, de déclencher la séquence finale de mon plan, quelque chose m'arrêta. Valeria termina son histoire sur le PDG allemand et ma mère applaudit doucement, les yeux brillants de fierté. « C'est ma fille, dit Béatrice, sa voix pleine d'un amour sincère qu'elle ne m'avait jamais donné à moi. Je savais que tu étais destinée à de grandes choses. Tu as l'esprit de ton père. » Une piqûre d'émotion inattendue me traversa. Ce n'était pas de la colère, mais une douleur sourde, une vieille peine. Pendant un instant, l'architecte froide de la démolition disparut et à sa place se retrouva la fille de 19 ans avec la robe noire, la fille invisible dans la chambre d'hôpital. Je regardais ma famille, ma mère qui, malgré sa cruauté, restait ma mère, et ma sœur qui, malgré son arrogance, partageait avec moi la moitié de mes souvenirs d'enfance, des étés lointains et des secrets chuchotés dans le noir. À ce moment-là, sous la lumière dorée du restaurant, elles ne semblaient pas des monstres, mais fragiles. 2 femmes accrochées à une illusion de grandeur, terrifiées à l'idée que quelqu'un puisse voir les fissures de leur façade. « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» murmura une voix dans ma tête. « Le détruire tout ça, qu'est-ce que tu y gagneras? Leur misère ne te rendra pas l'amour de ta mère. Leur ruine n'effacera pas des années de douleur. » J'imaginais un futur différent, un futur où je me levais, payais ma part du dîner, y compris un steak pour Elara, et je partais. Je pouvais laisser l'audit suivre son cours en silence. Valeria s'effondrerait toute seule, tôt ou tard.
Je n'avais pas besoin d'être celle qui poussait la première pièce du domino. On pouvait continuer ainsi, dans cette trêve froide, en se voyant à Noël et aux anniversaires, en faisant semblant d'une normalité qui n'avait jamais existé. Pendant une seconde, l'idée me séduisit. L'idée de la paix, même fausse. Le chemin de la confrontation était épuisant et j'étais déjà si fatigué. Puis je sentis un petit tiraillement sur la manche de ma blouse. Je baissai les yeux. C'était Elara. Maman, chuchota-t-elle, sa petite voix à peine audible au-dessus du bruit du restaurant. Est-ce que je peux manger un autre morceau de pain? C'est que j'ai encore faim. Sa question, si simple, si innocente, fut comme une gifle. Je regardai ses yeux et je n'y vis ni jugement ni pitié. Je n'y vis que de la faim, une faim que ma famille avait choisi d'ignorer. En voulant me rabaisser, ils avaient fait en sorte que ma fille, une enfant innocente de 8 ans, se sente invisible, indigne d'un repas. Tout doute que j'avais se dissipa. Tout reste de pitié se brûla et se transforma en cendres. Ce n'était plus à propos de moi. Ce n'était plus une vengeance pour d'anciennes blessures, c'était pour elle. C'était tracer une ligne, non pas dans le sable, mais dans le béton. Une ligne qui disait, pas avec elle. Jamais plus. L'amour que je ressentais pour ma fille était une force de la nature, plus puissant que mon désir d'avoir l'approbation de ma mère, plus fort que n'importe quel lien de sang tordu. Je souris à Elara, un vrai sourire cette fois. Bien sûr que non, mon amour. Tu ne vas pas te contenter de plus de pain. Je me penchai et lui chuchotai à l'oreille. Tu vas manger tout ce que tu veux. Donne-moi une minute. Je me levai de la table, ma chaise faisant un bruit doux sur le sol en bois. Excusez-moi, dis-je à la table entière, ma voix ferme et claire. J'ai besoin d'aller aux toilettes un instant. Et tandis que je marchais vers le fond du restaurant, je ne sentais ni doute ni tristesse. Je ne sentais que le poids et la puissance d'une promesse faite à ma fille. Le menu allait changer pour tout le monde. Je n'allais pas aux toilettes. Au lieu de tourner à droite, je continuais tout droit dans le couloir recouvert de moquettes, passant devant l'entrée de la cuisine jusqu'à une porte en bois sombre sans inscription, au bout. Je frappai doucement. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit et Arturo, le directeur du restaurant, apparut. C'était un homme grand et soigné d'une quarantaine d'années, avec une expression habituellement sérieuse qui s'adoucit en me voyant. « Madame Alondra », dit-il doucement, en se mettant de côté pour me laisser entrer dans son petit bureau impeccable. « J'attendais votre signal. Tout est prêt ? » Presque, Arturo, j'ai besoin de faire 2 appels rapides. Ça vous dérange ? Bien sûr que non. Ici, c'est chez vous, répondit-il avec une sincérité qui me toucha. Arturo était l'un des rares à connaître une de mes identités. Il y a des années, l'une de mes fondations avait donné une bourse complète d'ingénierie à son petit frère. Nous n'en avions jamais parlé ouvertement, mais il existait un lien de gratitude et de respect mutuel entre nous. Je sortis mon téléphone et composai le premier numéro. Klaus répondit dès la première sonnerie. Klaus, c'est moi. C'est l'heure. Entendu, dit-il sans avoir besoin d'autres explications. J'entendais le bruit de son clavier de l'autre côté du monde. La clause d'audit de transparence financière pour les nouveaux partenaires du groupe Magnus. On l'active immédiatement. Immédiatement. Je veux qu'ils reçoivent la notification dans les 5 prochaines minutes. Assure-toi que le service juridique de Valeria soit en copie dans l'email. Considère que c'est fait. Autre chose, boss ? Oui. Transfère le bonus de fin d'année à tout le personnel de Cifra Segura ce soir au lieu de vendredi. Ils ont travaillé dur. Ils le méritent. Klaus rit. Tu es la seule personne que je connaisse qui lance une acquisition hostile et qui en même temps valide les primes des employés. C'est pour ça qu'on travaille pour toi, Alondra. C'est fait. Je raccrochai et composai le 2e numéro. C'était le chef de mon équipe juridique. Prêt, demandai-je. Nous sommes nés prêts, répondit-il. Les documents pour la liquidation des dettes d'Exito Glamour sont préparés. Au moment où tu nous donnes le feu vert, ils seront envoyés par coursier au bureau de Valeria. Ils devraient arriver dès la première heure demain matin, juste après qu'elle reçoive les nouvelles du groupe Magnus et du tribunal. Parfait, merci pour tout. Je rangeai le téléphone et je respirai profondément. Les pièces étaient en mouvement. Le mécanisme de l'horloge avait commencé à faire tic-tac. Je regardai Arturo.
La salle du patron est prête. Il acquiesça, un petit sourire au coin des lèvres. Comme vous l'avez demandé, le meilleur champagne est en train de refroidir et le chef prépare votre menu dégustation personnelle. Nous l'appelons la revanche. Je ris, un son sincère et libérateur. Le tu es terrible, Arturo. Je suis seulement un bon hôte, dit-il. Maintenant, si vous me permettez, je crois que c'est l'heure de l'invitation. Je lui fis un signe de tête. Procède. Je revins à la table juste au moment où Valeria montrait des photos de ses vacances à Bali sur son téléphone. Je m'assis en silence et, une minute plus tard, Arturo s'approcha de notre table. Sa posture était formelle, son visage un masque de professionnalisme, mais je vis une lueur de complicité dans ses yeux quand il s'adressa à moi. Excusez l'interruption, madame, dit-il, sa voix résonnant avec une autorité qui fit taire toute la table. Il marqua une pause dramatique avant de continuer. Madame Alondra, la salle du patron est prête selon vos instructions. Il accentua volontairement le mot « patron », qui en espagnol veut dire à la fois « chef » et « propriétaire ». Un silence déconcerté tomba sur la table. Ma mère fronça les sourcils. Valeria baissa son téléphone, une expression de pure confusion sur le visage. « Pardon », dit Valeria en s'adressant à Arturo comme s'il était un domestique qui avait perdu la tête. « De quoi parlez-vous ? Il doit y avoir une erreur. » Arturo ne la regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur moi. « Il n'y a aucune erreur, madame, » répondit-il calmement. « Madame Alondra est l'une de nos mécènes les plus distinguées. Elle nous a demandé de préparer son salon privé pour vous ce soir. » La mâchoire de Valeria tomba. Elle me regarda, ses yeux cherchant une explication, un démenti, n'importe quoi qui rétablirait l'ordre de son univers. Je lui souris simplement, le même sourire vide qu'avant, et je me levai. Le moment s'étira, tendu et vibrant comme la corde d'un violon. La confusion sur le visage de Valeria s'ouvrit et devint une incrédulité teintée de mépris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Alondra. Sa voix était un chuchotement furieux. « Une blague. Tu as payé cet homme pour qu'il dise ça ? Combien ça t'a coûté ?» J'ignorais sa question. À la place, je sortis mon portefeuille. Mes mains ne tremblaient pas. D'un geste volontaire, je sortis une carte et la posai au centre de la table. Elle atterrit avec un clic doux mais net sur le bois d'acajou. Ce n'était pas une carte de crédit normale, elle était en métal noir mat, lourde et sans fioriture, à part la petite puce et mon nom gravé en lettres argentées. L'American Express Centurion, la légendaire carte noire, le symbole universel du 1% du 1%. Un objet qui criait la richesse et le pouvoir d'une manière que les bijoux de Valeria ne faisaient que chuchoter. Ma mère la fixa. Elle savait exactement ce que c'était. Elle en avait lu dans les magazines mondains qu'elle dévorait. Je vis le choc dans ses yeux, la première fissure dans l'armure de sa certitude à mon sujet. « Arturo », dis-je. Ma voix était calme, mais portait une nouvelle autorité. « S'il vous plaît, transférez notre addition dans mon salon et assurez-vous que mes neveux aient aussi le menu dégustation. La nuit est jeune et personne ne devrait partir avec faim. » Puis je regardai directement Valeria. « Et apporte la meilleure bouteille de Vega Sicilia que tu as. Je crois que cette nuit mérite une célébration. » Valeria resta bouche bée. Le Vega Sicilia était un vin mythique, une bouteille qui coûtait plus qu'un mois de loyer d'un bon appartement. C'était le genre de vin dont elle parlait, mais qu'elle n'avait jamais goûté. Sans un mot de plus, je me retournai et je suivis Arturo. J'entendis des chaises racler derrière moi. Elara prit ma main, ses petits doigts serrant fort la mienne. Ma mère et les enfants nous suivirent comme entraînés par un courant invisible. Valeria fut la dernière, son hésitation palpable. Venir avec nous, c'était admettre mon pouvoir. Rester seule à la table, c'était admettre sa défaite. Elle choisit la première option. Arturo nous mena à la salle du patron. C'était un sanctuaire de luxe discret, murs en bois sombre, cheminée en marbre, éclairage doux, et une unique grande table déjà dressée avec une vaisselle exquise et des verres en cristal étincelant. À peine assis, un ballet de serveurs se mit en marche. Des assiettes semblables à des œuvres d'art commencèrent à arriver. D'abord, un tiradito d'amashi à l'huile de truffe blanche. Puis du foie gras poêlé sur un brioche toasté avec une compote de figues. Elara regardait avec de grands yeux, sa timidité remplacée par un émerveillement d'enfant. Valeria goûta le foie gras et ses yeux se fermèrent dans une extase involontaire, mais son plaisir fut bref,
vite remplacée par son ressentiment. Elle se pencha vers moi au-dessus de la table, sa voix un venin bas. « Tu frimes, Alondra ?» Je la regardais en mâchant lentement une bouchée de mon tiradito. Je savourais l'explosion délicate de saveur sur ma langue avant d'avaler. « Non, Valéria, répondis-je, ma voix aussi froide et douce que le poisson cru dans mon assiette. Frimer, c'est ce que toi tu fais. Louer une vie que tu ne peux pas payer, signer des chèques sans provision avec un héritage que tu n'as pas gagné. Ça, c'est frimer. » Je marquai une pause pour laisser mes mots pénétrer. Moi, je ne frime pas, continuai-je en me penchant légèrement en avant. Je remets les choses à leur place. Juste à ce moment-là, un sommelier s'approcha avec le Vegas Sicilia. Il le présenta avec respect avant de le déboucher. Le son du bouchon sortant de la bouteille sembla résonner dans le silence tendu de la pièce. Il remplit mon verre en premier, je le levai, non pas vers ma famille, mais vers la pièce en général, comme si je portais un toast à l'air lui-même. « Santé », dis-je, et je bus une gorgée. Le vin était complexe, puissant, avec une finale longue et persistante. Comme la justice, pensais-je, parfois elle tarde à arriver, mais quand elle arrive, son goût est inoubliable. Le dîner continua dans un silence presque surréaliste. Mes neveux, indifférents à l'attention, dévoraient chaque plat avec joie. Et Lara, après mon clin d'œil d'approbation, mangeait avec un plaisir délicat et heureux qui me remplissait le cœur. Ma mère restait silencieuse, son regard allant de la nourriture à la carte noire que j'avais laissée sur la table puis à mon visage, comme si elle essayait de résoudre une énigme impossible. Valéria, cependant, vibrait de rage contenue. Elle goûtait à peine la nourriture. Elle buvait le vin cher trop vite, son ressentiment grandissant à chaque plat servi. L'étalage de ma richesse était une insulte directe à l'unique identité qu'elle s'était construite, celle de la sœur réussie et glamour. J'avais détourné sa narration et elle ne savait pas comment réagir. Enfin, quand les desserts et des sphères de chocolat qui fondaient sous un caramel chaud versé dessus furent servis, Arturo s'approcha discrètement de la table avec une petite tablette électronique. « Votre addition, Madame Alondra », dit-il en me la présentant. Valéria ne put résister. Elle se pencha pour voir le chiffre à l'écran, ses yeux écarquillés par une curiosité morbide. Elle voulait voir le nombre. Elle voulait qu'il soit obscènement élevé pour pouvoir s'en servir plus tard comme munition pour m'accuser d'être dépensière et irresponsable. Arturo, avec une finesse impeccable, inclina légèrement la tablette hors de sa vue. « Ne vous inquiétez pas, Madame Valéria, dit-il avec un calme professionnel. Le débit a déjà été traité via le compte de l'entreprise. » Valéria fronça les sourcils. « Un compte d'entreprise. De quoi parles-tu » Ce fut alors que je fis l'étape suivante de ma symphonie de révélation. « Oui, Valéria, dis-je en prenant une gorgée de mon café. Une de tes anciennes clientes, en fait, ou plutôt une de tes clientes rêvées. » Je regardai Arturo. « Arturo, pourrais-tu rappeler à ma sœur le nom de la société qui gère le système de paiement et de réservation de toute votre chaîne de restaurants ? Je crois qu'elle a oublié. » Arturo sourit légèrement. « Bien sûr, madame. Tout notre système, du point de vente jusqu'à la sécurité des transactions, est géré par Cifra Segura. » Le nom flotta dans l'air. Valéria me regarda, son esprit tournant à toute vitesse pour relier les points. « Le Cifra Segura », répéta-t-elle, le nom lui semblant vaguement familier. « Cette société d'ordinateurs à toi, celle dont tu disais que tu l'avais. » Je confirmai. Il se trouve que le travail à l'ordinateur est assez rentable. Une pâleur cendrée commença à s'étendre sur le visage de Valéria. Je pouvais voir l'engrenage de son cerveau tourner, les pièces de son monde soigneusement construit commençaient à s'effondrer. Son entreprise d'événements. Le Grupo Magnus, le CEO allemand. Mon associé Klaus, mon travail à l'ordinateur. Ça ne paie pas seulement le dîner de ce soir, sœur. Je continuai, ma voix désormais dénuée de toute émotion, froide et précise comme un scalpel. Ça gère aussi les salaires d'entreprises multinationales, sécurise des transactions bancaires de milliards de dollars et, par une drôle de coïncidence, ça traite aussi la notification de rupture de contrat que l'équipe juridique du groupe Magnus t'a envoyé exactement. Je regardai ma montre. 5 minutes. La couleur disparut complètement de son visage. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Tu vois, expliquai-je comme si je parlais à une enfant.
Les grandes entreprises n'aiment pas s'associer avec des sociétés qui font l'objet d'une enquête judiciaire pour détournement d'une fiducie familiale. Ça fait moche dans la presse, et notre plateforme, la plateforme de Cifra Segura, est conçue pour signaler automatiquement ce genre de drapeau rouge financier. C'est une de nos fonctionnalités les plus populaires. Je lui fis mon sourire le plus doux et le plus faux. Désolé pour ton contrat, mais le système fonctionne parfaitement. Le château de cartes de Valéria ne vacilla pas seulement, il se désintégra en un instant, se transformant en poussière sous ses yeux. Et moi, j'étais celle qui tenait le souffleur. Le silence qui suivit ma révélation fut absolu, lourd et étouffant. C'était comme si l'air lui-même s'était solidifié. Valéria me fixait, son visage figé dans un mélange de choc et d'incrédulité. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. C'était le moment du coup de grâce, la preuve physique et irréfutable. Je me penchai et sortis une fine chemise cartonnée de mon sac, une qui avait attendu patiemment à mes pieds. Elle était d'un bleu corporatif, net et sans prétention. Je la fis glisser sur la table polie. Elle s'arrêta juste devant ma mère. Le froissement doux du plastique sur le bois fut le seul bruit de la pièce. « Qu'est-ce que c'est » murmura ma mère, sa voix tremblante. « Appelle ça une lecture légère » répondis-je. « Ou peut-être la vérité. » Avec des mains qui tremblaient visiblement, Béatrice ouvrit la chemise. La première chose qu'elle vit, posée au-dessus de la pile de documents, était une copie impeccable du testament original de mon père. Sa signature, forte et claire en bas de la page, semblait sauter hors du papier. J'avais placé cette page-là exprès. Je voulais qu'elle se rappelle l'homme qu'elle avait trahi. Ça, dis-je, ma voix résonnant dans le silence. C'est la vraie volonté de papa, celle que vous avez tous les deux choisi d'ignorer, celle qui établissait que ses biens devaient être divisés équitablement, celle qui honorait ses 2 filles, pas seulement une. Les mains de ma mère passèrent à la page suivante. C'était un résumé de l'audit judiciaire préliminaire. Des mots comme négligence fiduciaire, détournement de fonds et risque élevé d'insolvabilité étaient surlignés en jaune. En dessous, il y avait le dossier préparé par mes avocats, une notification formelle disant qu'une entité corporative anonyme avait acquis la totalité de la dette d'Exito Glamour, et une offre officielle. Liquider toute la dette en échange de la dissolution immédiate de l'entreprise et du transfert de son seul actif tangible, la liste de clients, à l'entité créancière. En résumé, l'anéantissement total de son entreprise. Enfin, au fond, il y avait les documents finalisant la restructuration de la fiducie familiale. Comme vous pouvez le voir, continuai-je, ma voix guidant leur lecture horrifiée. Le tribunal a approuvé la réattribution de l'administration de la fiducie. Elle n'est plus sous le contrôle de Valéria. En fait, ce n'est même plus une fiducie familiale. Béatrice leva les yeux, ses yeux écarquillés. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai respecté la volonté de papa, répondis-je calmement. Il voulait que son argent nous donne de la sécurité à toutes les deux et qu'il aide les générations futures. Alors c'est exactement ce qu'il fera. Je souris à ma fille, qui observait tout avec une confusion silencieuse, et je posai une main sur son épaule. La fiducie a été restructurée et renommée. C'est maintenant la Fondation éducative Elara. Ces fonds serviront à donner des bourses à des enfants défavorisés avec un talent exceptionnel pour les sciences et la technologie. Je fis une pause, m'assurant qu'elle comprenait toute la portée de ce qui venait d'arriver. L'argent de mon père va enfin servir à construire quelque chose de réel, à créer des opportunités pour des enfants qui comprennent la valeur du travail acharné, des enfants qui ne tiennent rien pour acquis. Je regardais encore Elara, ma voix s'adoucissant. Ça veut dire, mon amour, que des enfants comme toi, des enfants brillants et bons, n'auront jamais à sentir qu'ils ne méritent pas une place à la table. Ils n'auront jamais à se contenter de pain pendant que d'autres mangent du steak. La compréhension finale frappa ma mère et ma sœur comme un coup physique. Je leur avais tout enlevé, pas seulement l'argent, mais le pouvoir, le statut, toute la narration sur laquelle elles avaient construit leur vie. Et je l'avais fait avec leurs propres armes, la loi, la finance, l'apparence de la droiture, mais avec une compétence et une précision qu'elles ne pourraient jamais égaler. Je l'avais fait de façon si légale, si propre, si irréversible, qu'elles ne pouvaient rien faire. La première à craquer fut Valéria. Un son guttural, à mi-chemin entre un sanglot et un cri étouffé, s'échappa de sa gorge. Elle se leva d'un bond, la lourde chaise de bois raclant le sol avec un grincement strident qui me fit frissonner. « Tu es folle » cria-t-elle, son visage tordu par un mélange de rage et de panique. « Tu es malade.
Tu as détruit ma vie. Tu as détruit la famille. Je la regardais, mon visage impassible. Je corrige, dis-je doucement. Je n'ai rien détruit. Ton entreprise était une coquille vide. Ton succès était un mensonge. Et cette famille, que tu dis tant protéger, m'a détruite morceau par morceau depuis 20 ans. Je n'ai pas allumé cet incendie, Valéria. J'ai simplement cessé de le laisser me brûler. Je haussai les épaules, un petit geste volontaire. Peut-être que je suis folle. Mais je suis la folle qui peut encore payer ses factures. Et toi? Cette dernière question la frappa comme une gifle. Sa bouche s'ouvrit et se referma, cherchant une réponse, une défense, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. La vérité de sa situation, l'arrivée imminente des créanciers, l'humiliation publique, la perte de tout, s'abattit sur elle. Avec un dernier cri de frustration, elle se retourna et sortit en courant de la pièce, manquant de peu de bousculer un serveur. J'attendis que quelqu'un la suive. Autrefois, ma mère se serait levée d'un bond, courant consoler sa fille préférée, me lançant des regards de haine par-dessus son épaule. Mais ce soir, Béatrice ne bougea pas. Elle resta assise, immobile, fixant la chemise bleue comme si c'était un serpent venimeux. Ses mains couvertes de bagues chères tremblaient sur la table. La couleur avait disparu de son visage, lui donnant un teint grisâtre et pâteux. Le masque de la matriarche impérieuse s'était brisé, révélant la femme apeurée et perdue en dessous. Elle leva les yeux vers moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne vis ni mépris, ni pitié, ni indifférence dans ses yeux. Je vis de la peur et quelque chose d'autre, quelque chose que je reconnus à peine, un éclat de respect à contre-cœur. Le respect qu'on a pour un adversaire qui t'a complètement surpassé. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. C'était une supplication silencieuse, une demande pour que je défasse ce que j'avais fait, pour que je remonte le temps d'une heure, quand son monde avait encore un sens. Mais nous savions toutes les deux que c'était impossible. Les cloches que j'avais fait sonner ne pouvaient pas être dessonnées. Je ne ressentis pas de triomphe en la voyant ainsi. Je ne ressentis pas la satisfaction que j'avais imaginée. À ma grande surprise, ce que je ressentis fut une tristesse profonde et écrasante. Une tristesse pour la famille que nous aurions pu être. Une tristesse pour la mère que je n'avais jamais eue. J'avais gagné. J'avais gagné de la façon la plus absolue et définitive possible. Mais la victoire avait un goût creux, car en réclamant mon pouvoir, j'avais aussi signé l'acte de décès de tout espoir d'avoir un jour une famille normale. Je m'étais libéré, oui, mais je m'étais aussi retrouvé seul. Oh, presque seul. Je sentis la petite main d'Elara se glisser dans la mienne sous la table. Elle la serra, un geste de réconfort et de solidarité. Je la regardai et souris. Un sourire timide, mais sincère. À ce moment-là, je compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu le passé, mais j'avais assuré l'avenir. Notre avenir. Ma mère bougea enfin. Elle se leva lentement, ses gestes raides et maladroits, comme ceux d'une vieille femme, prit son sac sans me regarder et sortit de la pièce, laissant la chemise bleue ouverte sur la table, témoignage silencieux de la dévastation de la nuit. Quand la porte se referma derrière ma mère, un silence différent s'installa dans la pièce. Ce n'était plus tendu et étouffant, mais calme et vaste. L'air paraissait plus léger, plus facile à respirer. Il n'y avait qu'Elara et moi, entourés par les restes d'un banquet et les débris d'une famille. Mes neveux, troublés par le départ soudain de leur mère et de leur grand-mère, avaient été discrètement conduits par Arturo dans une salle de jeu voisine pour attendre que leur père vienne les chercher. Elara lâcha ma main et me regarda, ses grands yeux sérieux reflétant les lumières douces. « Est-ce que mamie et grand-mère sont fâchées ?» demanda-t-elle d'une petite voix, à peine un murmure. Je me penchai vers elle, posant mes coudes sur la table. « Oui, mon amour. Elles sont très fâchées. À cause de moi. Parce que j'avais faim. » Je sentis une douleur si forte dans mon cœur qu'elle me coupa le souffle. Je me levai, fis le tour de la table et m'agenouillai à côté de sa chaise pour pouvoir la regarder directement dans les yeux. Je pris ses petites mains entre les miennes. Jamais, Elara. Écoute-moi bien. Jamais, jamais ce n'est ta faute si tu as faim. Ce n'est jamais mauvais de vouloir ce dont tu as besoin ou de désirer ce que tu mérites. Je caressai sa joue. Ce qui est arrivé ce soir n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec moi. Parfois, les adultes se perdent. Ils oublient ce qui est important. Ils oublient que la famille veut dire prendre soin les uns des autres,
pas se faire du mal. Elle hocha lentement la tête, essayant de comprendre mes mots. Et est-ce qu'elles vont encore s'en souvenir? Je ne sais pas, chérie. Mais ce que je sais, c'est que toi et moi, on ira toujours bien. À ce moment-là, comme un signe, Arturo entra avec 2 assiettes. Dans chacune, il y avait un dessert que je n'avais pas commandé, un parfait volcan de chocolat avec le cœur coulant sur un lit de glace à la vanille artisanale. C'est offert par la maison, dit Arturo en faisant un clin d'œil. Le chef insiste. Je lui souris avec gratitude. Merci, Arturo, pour tout. Il posa une assiette devant Elara. Ses yeux s'illuminèrent. Ses inquiétudes disparurent, remplacées par la joie simple et pure d'une enfant devant un dessert au chocolat. Elle prit sa cuillère et la plongea dans le gâteau, sortant une bouchée pleine de chocolat chaud et de glace froide. Elle la porta à sa bouche et ses yeux se fermèrent de plaisir. Elle murmura, « C'est délicieux, maman. » Je m'assis en face d'elle et la regardai manger. Chaque cuillerée qu'elle savourait ressemblait à une petite victoire. Je défaisais le mal de la corbeille à pain, remplaçant un souvenir de manque par un souvenir d'abondance et de joie. Pendant que je la regardais, une profonde compréhension s'installa en moi. J'avais passé des mois à planifier ma vengeance. J'avais imaginé ce moment, cette victoire, comme un acte de représailles. Mais maintenant, assise là, voyant le bonheur sur le visage de ma fille, je compris que je m'étais trompé. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est un acte brûlant, poussé par la colère et le désir de faire souffrir. Ce que j'avais fait était froid, calculé. Il ne s'agissait pas de la faire souffrir, mais d'arrêter ma propre souffrance et, plus important encore, de prévenir celle de ma fille. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une correction. Une recalibration de l'univers. C'était une chirurgie précise et douloureuse pour retirer une tumeur qui avait empoisonné ma vie et menaçait de se répandre dans celle de ma fille. Le goût de mon propre volcan au chocolat était incroyablement doux, mais ce n'était pas le goût du chocolat que je savourais, c'était le goût de la liberté. La liberté d'un futur où la valeur de ma fille ne serait jamais mesurée par la générosité des autres. La liberté de savoir qu'à partir de ce soir, la seule personne qui déciderait si elle méritait un steak ou un volcan au chocolat, ce serait moi. Et ma réponse serait toujours oui. Je ne regardais pas par la fenêtre pour voir Valeria passer des appels frénétiques sur le parking. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer la scène parfaitement, son panique, son incrédulité, ses supplications à notre mère pour qu'elle fasse quelque chose. Mais je savais que ma mère ne pouvait rien faire. L'homme tranquille et travailleur dont elle s'était moquée pendant des années, mon père, leur avait laissé un héritage. Et la fille tranquille et travailleuse qu'elles avaient méprisée avait fait en sorte que cet héritage serve enfin à ce qu'ils voulaient. Le vrai pouvoir ne crie pas, il n'a pas besoin de se vanter. Le vrai pouvoir se déplace en silence, construit dans l'ombre et puis change simplement la réalité. Et la réalité que j'avais changée ce soir-là était inaltérable. Nous finîmes notre dessert dans une paix confortable. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis complètement présente, complètement calme. La guerre était terminée. La longue et épuisante guerre de ma vie, menée surtout dans ma propre tête, avait pris fin. Quand nous sortîmes du restaurant, l'air frais de la nuit à Mexico me sembla une bénédiction. Arturo nous accompagna jusqu'à la porte. « Bonne nuit, Madame Alondra, dit-il, son ton respectueux mais chaleureux. Pareillement, Arturo, et merci encore. » Pendant que nous attendions que le voiturier amène ma voiture, une voiture électrique discrète mais puissante, pas une voiture de luxe voyante, et Lara se blottit contre moi. « Je t'aime, maman, dit-elle, sa voix étouffée contre mon manteau. Et moi aussi je t'aime, mon amour. Plus que les mots ne peuvent le dire. Quand nous rentrâmes à la maison, dans notre appartement rempli de livres et de lumière, je portais une Elara à moitié endormie jusqu'à son lit. Je l'abordai, lui donnai un baiser sur le front et restai un moment à la regarder. Son visage était serein, paisible. Il n'y avait plus aucune trace de la douleur ou de l'humiliation d'il y a quelques heures. Les enfants sont résistants, mais ils sont aussi le reflet du monde que nous créons pour eux. Ce soir, j'avais commencé à construire un nouveau monde pour elle, un monde plus juste. J'allais dans mon bureau, la pièce depuis laquelle j'avais bâti mon empire silencieux. Je m'assis dans ma chaise et regardai par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville. Je ne ressentais pas d'euphorie, ni une joie de victoire. Je ressentais une profonde sensation de paix. Ma mère et ma sœur avaient passé leur vie obsédées par le mauvais menu. Elles croyaient que la vie consistait à commander les plats les plus chers,
à être vue aux bonnes tables, à s'assurer que les autres savaient ce qu'elles mangeaient. Elles s'étaient tellement concentrées sur le spectacle du dîner qu'elles avaient oublié l'essentiel, nourrir leur propre famille. Moi, celle qui avait toujours été au bout de la table, celle qui recevait les restes, j'avais compris que le vrai pouvoir n'était pas dans le fait de commander au menu. Le vrai pouvoir était d'être propriétaire du restaurant. Et ce soir, j'avais enfin réécrit le menu en entier. Dans le nouveau menu, le respect n'était pas un plat spécial, c'était l'ingrédient de base dans tout. La dignité n'était pas un accompagnement optionnel, c'était le plat principal. Et l'amour inconditionnel n'était pas un dessert cher, c'était le pain quotidien, offert librement et abondamment à tous ceux qui s'asseyaient à la table. Je restais assise là pendant longtemps, tandis que la ville passait de la nuit à l'aube, et je me confrontais à la question finale, celle qui allait définir le reste de ma vie. Maintenant, avec l'échiquier totalement vidé, avec seulement mes pièces en jeu, que faire? Leur donner la chance d'apprendre les nouvelles règles du jeu? Ou simplement renverser le plateau et m'éloigner pour toujours? Je n'avais pas encore la réponse, mais pour la première fois, je savais que le choix m'appartenait, à moi seul.